Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Scrutin en préparation au Bénin. La Cour constitutionnelle béninoise a donné l'aval à 36 candidats pour concourir à l'élection présidentielle qui se tiendra le 28 février. Sébastien Germain Adjavon est l'un des prétendants au décryptage de son projet de société dans un instant. Le Congrès américain a adopté ce mardi le projet de loi Électrifier l'Afrique. 43 milliards de dollars ont d'ores et déjà été mobilisés dans cette optique. L'appel avait notamment été lancé par l'entrepreneur nigérian Tony Elumelu. Une application pour un meilleur rendement agricole en Ouganda, Agro Market Day, de son nom, permet d'améliorer l'ensemble de la chaîne de valeur, de l'installation jusqu'à l'écoulement des produits, en passant par l'approvisionnement et l'exploitation. Mais avant de développer ces titres dans l'actualité, le président nigérian Muhammadu Buhari devant le Parlement européen ce mercredi 3 février à Strasbourg. Dans son discours, il a remercié l'Union européenne pour son aide dans la lutte contre Boko Haram. Les attaques meurtrières des insurgés dans le nord du Nigeria se poursuivent, mais l'offensive commence à porter ses fruits selon lui. Autre préoccupation du Nigeria mise en avant lors de cette session plénière, la situation de la Libye. Le président a tiré la sonnette d'alarme sur les conséquences de cette crise qui pourrait avoir de graves répercussions au-delà de la région du Sahel ainsi que de la région d'Afrique du Nord. Au Bénin, l'homme d'affaires Sébastien Germain Adjavon a présenté ce lundi 1er février son projet de société. Longtemps attendu sur le sujet, le candidat à l'élection présidentielle livre une vision axée sur la bonne gouvernance et le développement des secteurs clés, notamment l'énergie, les sports et les loisirs. Un reportage de Lefty Ounou, notre correspondant au Bénin. Les ambitions du sémillant homme d'affaires Sébastien Germain Adjavon pour le Bénin se précisent. Candidat favori à l'élection présidentielle du 28 février 2016, le président du patronat béninois a dévoilé son projet de société aux citoyens béninois. À travers ses propositions d'action et de mesures, Sébastien Germain Adjavon entend impulser une nouvelle gouvernance à la tête du pays et redonner un nouveau souffle à plusieurs secteurs vitaux et porteurs d'avenir, notamment l'énergie, les sports et loisirs ou encore le numérique. Je voudrais dire que le tourisme au Sénégal apporte leur deuxième devise, énormément d'argent, énormément de devises. Et nous devons implémenter tout cela méthodiquement. On ne demande pas de construire tout de suite les 40 km de la route des pêches. Mais on doit aller méthodiquement. Commençons déjà par faire 5 km. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut savoir le faire. Le projet de société est décliné en 10 grandes priorités. Aussi, le candidat formule 100 engagements spécifiques pour parvenir à un Bénin prospère et moderne. Le projet décline également les mécanismes de son financement. Pour le président du patronat béninois, les partenaires publics-privés sont des moyens sûrs pour financer les projets de développement du pays. Vous avez constaté, on a tout le temps parlé de PPP, partenariat public-privé. Tout est basé là-dessus. C'est pour ça que nous avions dit nous devons donner confiance aux investisseurs. Je compte vraiment sur le partenariat public-privé, puisque j'en suis un opérateur économique. Nouvelle figure de la classe politique béninoise, Sébastien Germain Adjavon vient de révéler ses capacités à opérer des propositions concrètes pour le développement du Bénin. Homme d'affaires chevronné au parcours fulgurant, Sébastien Germain Adjavon entend mettre son expérience au service de l'intérêt général. Rebondissement dans l'affaire de Kandla en Afrique du Sud. Ce mercredi, le président sud-africain Jacob Zuma s'est dit prêt à rembourser une partie d'argent public utilisé pour rénover sa résidence privée. Exonéré de toute responsabilité par sa propre majorité parlementaire, puis blanchi par son propre ministre de la Police, il avait depuis lors refusé de rembourser. Une première commission d'enquête parlementaire avait d'ailleurs justifié les rénovations par des raisons de sécurité. Rappelons que le chef de l'État est accusé d'avoir agrandi sa résidence aux frais du contribuable sud-africain à hauteur de 246 millions de rands, soit 23 millions de dollars.
Électrification du continent. Des leaders africains, notamment le promoteur de la fondation Tony Elumelu, ont plaidé aux États-Unis pour l'adoption de la loi Électrifier l'Afrique. Depuis ce mardi, ce plaidoyer a porté ses fruits. Ce projet a été adopté par le Parlement américain ce mardi. On fait le point avec Gladys Mwamba. Adoption de la loi Électrifier l'Afrique par le Congrès américain, un acte historique. Électrifier l'Afrique est le projet de loi historique voté par le Congrès américain mardi 2 février 2016. Appuyé par les leaders du secteur privé africain tels que le Nigérian Tony Elumelu, ce texte a été adopté par le Sénat américain et par la Chambre des représentants des États-Unis. Ce projet vise à l'accès à l'électricité pour 50 millions de personnes en Afrique d'ici 2020. Tout d'abord, nous devons comprendre le contexte. Plus de 600 millions d'Africains n'ont pas accès à l'électricité. Le coût de l'électricité est plus élevé en Afrique, voire 10 fois plus qu'aux États-Unis. C'est pour cette raison que nous devons améliorer les opportunités de business. Si l'Afrique veut devenir un leader commercial dans les prochaines années, on ne peut pas le faire sans partenaires. Donc ce sont les raisons pour lesquelles je pense que nous devons tous user de notre influence afin de nous assurer que cette bonne initiative du gouvernement Obama se réalise. Le projet de loi Électrifier l'Afrique est un acte historique dans les relations économiques entre les États-Unis et l'Afrique. À travers ce texte, le président des États-Unis, Barack Obama, est autorisé à élaborer une stratégie sur plusieurs années afin d'aider les pays d'Afrique subsaharienne dans leur stratégie nationale d'électricité, y compris dans les sources d'énergie renouvelables. Nous sommes heureux en tant qu'Africains de cette initiative. Nous qui faisons partie du secteur privé, encourageons les leaders à franchir le pas afin de s'assurer que l'environnement soit propice. Le secteur privé doit également investir davantage afin que tous ensemble, le gouvernement américain et le secteur privé américain et africain, nous puissions améliorer de façon drastique l'accès à l'électricité sur le continent. Le secteur privé américain et le gouvernement américain ont sensibilisé près de 120 partenaires des secteurs publics et privés et ont mobilisé 43 milliards de dollars. Ce financement devrait permettre de créer 60 millions de nouveaux raccordements à l'électricité en utilisant diverses solutions énergétiques. Le numérique au service du développement agricole. Les technologies de communication et notamment le mobile ont un rôle immédiat dans la production agricole. En Ouganda, 2 jeunes étudiants ont développé une application pour aider les petits agriculteurs dans leur activité. Les explications de Viviane Baoken. En Ouganda, une application mobile a été développée pour faciliter l'activité des agriculteurs. AgroMarket Day dispose d'informations sur les marchés agricoles, les jours de marché, les outils agricoles et les nouvelles sur les produits vendus dans les marchés et dans les différents districts en Ouganda. Cette application permet donc aux agriculteurs de télécharger des informations sur leurs produits. Cette application m'aide à acheter les bons outils et les bons produits que j'utilise pour mon jardin, notamment les engrais, les herbicides et les pesticides. De même, l'application m'oriente aussi vers les marchés une fois que mes produits ont mûri. Donc maintenant, je peux vendre en utilisant AgroMarket ou alors je les amène en ville. L'application mobile des agriculteurs ougandais AgroMarket Day a été créée en 2013 par Isaac Omiat et Lisa Katussime, tous 2 étudiants à l'université de Makerere en Ouganda. Le souci pour ces derniers est d'offrir aux agriculteurs une large plateforme de vente de leurs produits sans la moindre difficulté et de maximiser leurs profits. Les agriculteurs ne sont pas développés parce qu'ils n'ont pas accès aux informations fiables et pertinentes en temps opportun. Si cette application vient répondre à ces problèmes qui freinent l'émergence de l'agrobusiness, je crois qu'elle peut être considérée comme une véritable solution, d'autant plus qu'elle est durable. Disponible sur tous les terminaux Android et sur Google Play Store, AgroMarket Day a récemment remporté un prix et une subvention d'environ $3 000 dans le but de développer cette application et exposer les agriculteurs ougandais vers des marchés extérieurs. Assise de la conférence internationale de l'initiative de transparence dans le secteur des pêches en Mauritanie. La conférence a eu lieu ce mercredi au sein de la capitale mauritanienne Nouakchott. L'événement a permis l'adoption d'une déclaration qui nous est détaillée dans ce reportage de Franck Nodofinin, commenté par Birama Saounera.
La bonne gouvernance au cœur de la première conférence internationale de l'initiative de transparence dans le secteur de la pêche, ce mercredi 3 février à Nouakchott, capitale de la République islamique de Mauritanie. Promouvoir une pêche responsable et favoriser la transparence dans l'attribution des contrats de pêche, ce sont entre autres les raisons qui motivent l'organisation de cette conférence qui a réuni des acteurs du secteur halieutique venus de la Mauritanie, du Sénégal, mais aussi les investisseurs étrangers. À travers son allocution, le président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz a noté l'importance pour les États côtiers de réévaluer le potentiel du secteur de la pêche. Aujourd'hui, notre satisfaction est grande de voir se tenir ici à Nouakchott la première conférence internationale de l'initiative de transparence dans le secteur de la pêche qui marque un tournant et vient incontestablement à point nommé. À ce jour, la contribution de ce secteur ne traduit pas encore l'importance considérable de son potentiel en termes de création d'emplois, de recettes budgétaires pour les États et d'apport à la sécurité alimentaire des populations. La pêche constitue une source importante d'emplois, de protéines et de commerce dans les pays côtiers d'Afrique. Afin de promouvoir la transparence dans le secteur, les pays africains ont été invités à Nouakchott à publier sous la forme des rapports nationaux réguliers des informations sur les recettes du secteur, les revenus tirés des différents contrats signés et les investissements réalisés sur la base de ces revenus. Le Sénégal, pays côtier d'Afrique de l'Ouest, a pris une part active à cette initiative. Si on fait le bilan, en réalité, je crois que c'est M. Kofi Annan, dans son adresse tout à l'heure, qui nous disait que ces pays africains perdent plus de 1,3 milliard de dollars par an. Quand on voit que la somme cumulée des redevances ne représente pas le dixième de cette somme. Donc il y a là un problème sérieux d'équité et de transparence. La conférence s'est achevée avec l'adoption de la déclaration de Nouakchott qui propose une mutualisation des efforts au niveau africain dans le cadre de la transparence en matière de pêche. Ceci passera, selon les acteurs, par la lutte contre l'opacité dans les procédures d'attribution des contrats de pêche. Décryptage de l'actualité sportive du continent en compagnie de José Douglas, journaliste à la rédaction. Bienvenue José. Oui, merci. José, on a des précisions sur le premier finaliste du CHAN 2016. Oui, exactement. Donc, gros duel entre la RDC et la Guinée. Un véritable choc, vous allez voir en image, avec un score de parité pour les deux équipes, un but partout. Et c'est sur tir au but, eh bien, que la RDC a fait la différence. 5 tirs au but à 4. Et puis, vous allez voir dans quelques instants, les Léopards pouvaient laisser éclater leur joie et ils avaient bien raison. Donc, premier finaliste de ce CHAN 2016 au Rwanda. Regardez ces images. José, on a aussi la seconde demi-finale qui se tient donc ce jeudi. Quel est le programme? Alors justement, place à la deuxième demi-finale ce jeudi entre le Mali et la Côte d'Ivoire pour savoir qui sera opposé à la RDC en finale. Ce sera dimanche 7 février. Rappelons encore que c'est la Libye qui avait remporté la dernière édition et le trophée ira cette fois soit dans un pays d'Afrique de l'Ouest ou un pays de l'Afrique centrale. José, on complète l'actualité sportive avec quelques précisions sur le championnat de football au Bénin et sur la Supercoupe d'Afrique. Et oui, une crise sans précédent qui secoue le football béninois lundi 8 février dans le magazine AFC. Un dossier sera consacré à ce pays. Selon certaines sources bien informées, le championnat de transition pourrait démarrer le 15 février. Le CONOR, le comité de normalisation, avait prolongé la date de clôture des inscriptions des clubs où 10 nouvelles équipes ont été officiellement enregistrées. Et puis à noter que la finale de la Supercoupe d'Afrique aura lieu le 20 février à Lubumbashi et mettra aux prises le tout-puissant Mazembe face à l'Étoile sportive du Sahel. José, on a enfin une autre actualité sur le continent avec le président par intérim de la FIFA, Issa Hayatou, qui s'est exprimé à quelques jours de l'élection de cette instance internationale. Exactement, le président intérimaire de la FIFA, mais aussi président de la CAF, le Camerounais Issa Hayatou, a accordé une longue interview à nos confrères de l'équipe à quelques jours des élections à la FIFA. Il reconnaît que certaines fédérations ont été mécontentes des déclarations de Michel Platini à l'égard du football africain, mais encore, écoutez plutôt Issa Hayatou. Non, il est notre ami. Il a dit certaines choses que je n'ai pas aimées, que le foot c'était l'Europe par exemple. Je lui en avais parlé lors d'un petit déjeuner. On m'avait aussi répété des choses fausses qu'il m'a infirmées. Donc l'affaire était close. En tout cas, je peux vous dire que si Platini avait été candidat, on aurait voté pour lui. C'est sûr. Voilà, il y aura pour l'essentiel de l'actu sportive. Merci pour toutes ces précisions, José.
Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Notez également qu'Africa 24 retransmet tout de suite le procès de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé qui se tient actuellement à La Haye, aux Pays-Bas.